Je me réveille toujours à l'aube. 77 ans ne sont pas une raison suffisante pour changer les habitudes d'une vie entière. J'écarte doucement la couverture, cherche mes chaussons moelleux du bout des orteils et me lève lentement du lit. Mes articulations protestent avec une douleur sourde et persistante. L'arthrite me fait son rappel matinal, fidèle, surtout lorsque l'humidité typique de Newport s'infiltre dans les murs. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Ma fenêtre donne sur une baie calme, noyée dans une brume cotonneuse, parsemée ici et là de petites voiles blanches flottant à l'horizon. La maison est perchée sur une petite colline, et une brise légère et salée souffle presque toujours de ce côté, face à l'océan. C'est Frank, mon défunt mari, qui a choisi cet endroit il y a 35 ans. C'est ici que nous vieillirons, lui, avait-il dit. Finalement, je suis la seule à vieillir ici. Frank est mort il y a 10 ans, me laissant seul dans cette grande maison aux 3 chambres, avec un salon doté d'une cheminée et un jardin exigeant des soins constants. Je descends à la cuisine, allume la bouilloire et sors les œufs du réfrigérateur. Le petit déjeuner ne change jamais, un œuf dur, du pain grillé beurré et une tasse de thé noir bien fort. Toujours seul. Je mange assise à une petite table près de la fenêtre, en regardant les informations sur la tablette que mon petit-fils Thomas m'a offerte pour Noël dernier. La technologie ne m'a jamais effrayé. 30 années passées à enseigner m'ont appris à m'adapter au changement. Je termine mon petit déjeuner quand j'entends le bruit d'une voiture qui se gare. Je jette un œil à l'horloge, 9 h, un dimanche matin. Beaucoup trop tôt pour des visites improvisées. Par la grande fenêtre du salon, je reconnais la silhouette familière du SUV noir de mon fils. Il ne vient jamais sans prévenir. Maman, entends-je, suivi du claquement d'un appel téléphonique impatient. Je réajuste le col de ma robe faite main et me dirige vers la porte. Mes gestes sont lents mais sûrs. La précipitation, c'est un luxe réservé à la jeunesse. Jean, quelle surprise! Dis-je en ouvrant la porte. Et Sarah est avec toi? Entrez donc. Mon fils me donne un baiser rapide, presque formel, sur la joue. Il est grand, commence à avoir des mèches grises dans ses cheveux blonds, et à hériter des larges épaules et de la posture voûtée de son père. Sarah, sa seconde épouse, est juste derrière lui, une femme mince, blonde, habillée d'un manteau beige coûteux et perchée sur des talons hauts. Bonjour, Lucia, me sourit-elle en dévoilant des dents parfaitement alignées. Comment vous sentez-vous? Très bien, ma chérie. Entrez, je prenais mon petit déjeuner. Vous voulez vous joindre à moi? Non, on a déjà mangé, répond-elle aussitôt, entrant dans le salon tout en me jetant un regard scrutateur. Maman, depuis quand tu n'as pas fait le ménage? C'est poussiéreux ici. Je souris avec tendresse. Madame Patterson vient le mardi et le vendredi. Et aujourd'hui, Jean, c'est dimanche. Tu as encore cette vieille dame. Elle peut à peine marcher. Elle a 65 ans et elle se débrouille très bien. Je m'installe dans mon fauteuil préféré près de la cheminée. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici si tôt? Jean et Sarah échangent un regard. Elle hoche doucement la tête, comme si elle lui donnait la permission de parler. Maman, commence-t-il en s'asseyant au bord du canapé, Sarah et moi avons parlé de ta situation. Cette maison est devenue bien trop grande pour toi, toute seule. L'escalier, le jardin, les réparations constantes. Je m'en sors, réponds-je calmement. Pour l'instant, peut-être, intervient Sarah en s'asseyant à côté de lui. Mais tu dois penser à l'avenir, Lucia. On a trouvé un endroit formidable, enchaîne Jean. Le Sunny Gardens. C'est une résidence moderne pour personnes âgées, avec assistance médicale, activités quotidiennes et soins en cas de besoin. Une maison de retraite, le corrige Sarah. C'est magnifique. On a fait une visite guidée. Chacun y a son propre appartement, mais l'aide est disponible 24 heures sur 24. Je prends une gorgée du thé que j'ai emporté de la cuisine. La tasse tremble légèrement dans mes mains. Ce n'est pas l'émotion. C'est l'arthrite. Et que va-t-il advenir de la maison pendant que je profite de mon appartement? Dis-je en remuant sur ma chaise. Eh bien, on y garderait un œil, répond Jean, hésitant. On la louerait, ou? Vous la vendriez,
finis-je pour lui. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, maman. Cette maison grignote ta retraite. La vendre te permettrait d'avoir une vieillesse confortable. Je regarde à travers la fenêtre, vers la baie visible entre les toits voisins. Depuis 10 ans, c'est à cette vue que je me réveille. Ma réponse est non, dis-je doucement mais fermement. Je reste ici. Merci pour votre sollicitude, mais je ne suis pas encore folle au point de ne pas comprendre ce qui se passe. Sarah et Jean échangent un nouveau regard. Maman, ne sois pas égoïste. Sa voix devient plus dure. Toute ta vie, tu n'as pensé qu'à toi. Ton travail si précieux, qui t'empêchait d'avoir du temps pour ton propre fils. Et maintenant cette maison. Je sens monter en moi cette vieille vague familière de culpabilité mêlée d'agacement. Cette conversation, nous l'avons eue des dizaines de fois au cours des 30 dernières années. Jean, j'ai dû travailler pour te nourrir. Ton père n'en était pas capable. Ne recommence pas avec mon père, m'interrompt-il. Je dis juste que tu as 77 ans. Il est temps de penser à ce qui vient ensuite. Sarah et moi ne pourrons pas nous occuper de toi quand tu partiras. Je ne vous demande pas de vous occuper de moi. Je repose la tasse sur la table. Et je ne compte pas partir de sitôt. C'est inévitable à ton âge, Lucia, dit Sarah avec douceur. On veut juste que tout soit organisé à l'avance. Organisé. Répétez-je. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est toujours tentant de vouloir organiser la vie d'une autre personne, surtout quand une belle récompense est à la clé, comme une maison avec vue sur la baie. Je te remercie de t'inquiéter pour moi, dis-je en me levant de ma chaise, un geste clair indiquant que la conversation est terminée. Mais ma décision est prise. Je vais rester ici. D'un se lève également, le visage déformé par une déception à peine dissimulée. Réfléchis bien, maman. On revient dans quelques jours. On en reparle, d'accord? Ça ne vaut pas la peine de... Ma réponse ne changera pas, d'un. Sarah force un sourire et me prend la main, son geste trahissant une inquiétude sincère. Nous nous inquiétons pour toi, Lucia. Et si jamais il t'arrivait quelque chose, toute seule ici? J'ai un bouton d'urgence, dis-je en montrant le petit pendentif autour de mon cou. Et les voisins viennent tous les jours. Je ne suis pas seul, Sarah. Alors que je les accompagne jusqu'à la porte, je remarque que d'un regard autour de la maison. Ce n'est pas un simple regard, c'est le même qu'il posait autrefois sur un salon à vendre, un regard qui évalue, calcule, estime. C'est comme s'il faisait déjà le compte de ce qu'il pourrait en tirer. Prends soin de toi, dit-il en partant. Et pense à notre offre. Lorsque le SUV noir disparaît au coin de la rue, je retourne m'asseoir dans mon fauteuil près de la cheminée. La maison, si spacieuse et baignée de lumière le matin, me semble soudain vide et vibrante de souvenirs. Je comprends en partie. Quand il était enfant, j'ai dû travailler sans relâche. Frank, son père, un architecte aussi brillant qu'instable, souffrait de dépression. Il perdait ses emplois régulièrement, et mettait un temps infini à en retrouver. Pendant des années, l'argent que je gagnais comme professeur était notre seule source de revenus stable. Nous avons pu acheter cette maison uniquement grâce à l'héritage reçu après la mort du père de Frank. Et pourtant, Dan m'a toujours reproché de ne pas lui avoir accordé assez d'attention. Mais il ne m'a jamais vu pleurer la nuit, quand je ne savais pas comment payer les factures. Il ne m'a jamais vu économiser sou à sou pour lui acheter de nouvelles baskets ou l'inscrire à des cours de sport. Et maintenant que, pour la première fois, j'ai enfin la chance de vivre en paix après 40 années d'enseignement, une pension modeste, quelques économies, et une hypothèque enfin remboursée, Dan agit comme si je lui devais tout. Comme si c'était à moi de compenser son enfance imparfaite. Je prends le téléphone et compose un numéro que je connais par cœur, bien que je ne l'utilise que rarement. C'est moi, dis-je dès qu'une voix masculine grave répond. Lucia? Quelque chose ne va pas? Je reconnais l'inquiétude immédiate dans sa voix. J'étais avec Sarah et Dan, ils ont recommencé à parler de maison de retraite. Et de vendre la maison. Ce n'est pas une question, c'est une menace. J'ai peur, Connor. Cette fois, ils étaient plus insistants. J'arrive dans 1 heure. Je termine juste 2-3 choses.
Je raccroche. Puis je me couvre les yeux avec la main. Connor entre toujours dans ma vie au moment où j'en ai le plus besoin. Ancien agent du FBI, je l'ai rencontré il y a 30 ans lors d'un gala de charité. Ce fut une connexion instantanée. Pas seulement physique, non, mais un lien profond, un véritable accord d'âme. Notre relation a duré des années, faite de rencontres discrètes, de week-ends volés, sous prétexte de conférences ou de visites à de vieux amis. Frank, absorbé par ses projets et ses propres luttes, ne remarquait rien, ou choisissait de ne rien voir. Dean, adolescent perdu dans ses préoccupations, était encore moins attentif à ma vie. Après la mort de Frank, Connor et moi avons eu l'opportunité de vivre notre relation au grand jour. Mais nous avons choisi de ne rien changer. Connor vit dans une maison de l'autre côté de la ville. Je vis ici. Nous nous voyons 1 ou 2 fois par semaine, parfois nous voyageons ensemble. Cette liberté nous convient parfaitement. Dean ne sait rien de tout cela. Ou plutôt, il connaît Connor uniquement comme un vieil ami de la famille, qui passe de temps en temps pour un thé. Je n'ai jamais partagé les détails de ma vie privée avec mon fils. Et lui ne m'a jamais raconté la sienne. J'ai appris son mariage avec Sarah par un simple texto, accompagné d'une photo à Las Vegas. Mon téléphone vibre. C'est un message de Connor. Ne t'en fais pas. On va trouver une solution. Je souris. À 79 ans, Connor est resté cet homme résolu, ferme, sur qui je peux toujours compter. Et aujourd'hui plus que jamais, j'ai besoin de lui. Car je vois bien que Dean ne s'arrêtera pas à de simples mots. Dans ses yeux, il y a une détermination presque obsessionnelle. Je me lève, me dirige vers la fenêtre et regarde la baie. Les voiles blanches des yachts paraissent minuscules sur l'immensité bleue. C'est un paysage pour lequel il vaut la peine de se battre. Et surtout, c'est ici que je veux passer le reste de mes jours à ma manière, selon mes choix. La visite de Connor m'a soulagé. Nous sommes restés des heures dans le salon, à discuter des options possibles. Connor a évoqué des protections juridiques, mettre la maison dans un fonds fiduciaire, signer une rente viagère avec un organisme. Mais tout cela prendrait du temps. Si jamais tu ressens que quelque chose ne va pas, appelle-moi immédiatement, m'a-t-il dit en partant. N'importe quand, Lu. Les 3 jours qui ont suivi la visite de Jean et Sarah furent calmes. Je reprenais mes habitudes. J'ai cuisiné, lu, passé un appel à mon petit-fils Thomas, qui étudie à l'autre bout du pays. Mercredi, Madame Patterson est venue m'aider à faire le ménage de fond en comble. Dean ne m'a pas appelé, et j'osais espérer qu'il avait temporairement abandonné son projet. Mais cette espérance fut de courte durée. Jeudi, vers 11h du matin, alors que je terminais ma demi-heure quotidienne de yoga pour personnes âgées, la sonnette retentit. À travers la vitre biseautée du Porsche, je reconnus la silhouette familière de Dean. Mais il n'était pas seul. Un homme petit et le corps immobile dans un costume sombre se tenait à côté de lui. J'ouvris la porte, sentant mon pouls s'accélérer subitement. Jean? Je ne l'attendais pas de si bonne heure. Bonjour, maman, dit-il en essayant de sourire, mais c'était un sourire étrange, figé. Voici le docteur Miller. Il aimerait vous parler. Je détournai instinctivement le regard vers l'étranger. L'homme semblait avoir un peu plus de 50 ans. Son crâne dégarni luisait sous la lumière du hall, ses petits yeux rapprochés étaient encadrés par des rides d'inquiétude, et une fine couche de sueur perlait sur son large front. Il tendit la main avec une assurance professionnelle. Dr Warren Miller, neurogériatre. Enchanté de faire votre connaissance, Madame Carlo. Je ne serrai pas sa main. Une sensation de malaise grandissait en moi, comme un nuage sombre envahissant le ciel. Je n'ai pris aucun rendez-vous avec un neurogériatre, répondis-je avec raideur. Votre fils est très inquiet pour votre état, Madame Carlo, dit-il d'un ton doux, presque paternel. Il m'a demandé de passer pour une consultation informelle. Je me tournai vers Jean. Il évitait soigneusement mon regard. Entrez, dis-je enfin, reculant d'un pas pour leur permettre d'entrer. Mais j'ajoutai, presque comme une défense. Je n'ai aucun problème de santé qui justifie une évaluation spécialisée. Nous pénétrâmes dans le salon. Je m'installai dans mon fauteuil favori, celui près de la fenêtre,
et les deux hommes prirent place sur le canapé en face. Le médecin sortit un carnet et un stylo de sa sacoche de cuir noir. « Madame Carlo, pourriez-vous me raconter à quoi ressemble une journée typique pour vous? Ce que vous faites, vos habitudes, vos objectifs? Juste pour comprendre un peu comment vous fonctionnez au quotidien. » Je jetai un œil vers Jean. Il regardait par la fenêtre, tapotant nerveusement son genou du bout des doigts. Je me lève vers 6 heures. Je prends mon petit déjeuner en lisant les nouvelles. Ensuite, je fais du yoga 45 minutes dans un programme adapté aux seniors. Parfois, je vais faire des courses ou posters du courrier. Ce n'est pas loin. L'après-midi, je lis ou je regarde mes feuilletons. Une fois par semaine, je participe à un club de lecture à la bibliothèque. Et le soir, j'appelle mon petit-fils ou quelques amis. Le docteur Miller griffonna quelques mots. Il vous arrive d'oublier certaines tâches? De laisser le four allumé, ou de perdre des objets? Pas plus que n'importe qui, répondis-je, déjà agacé. Docteur Miller, qu'essayez-vous exactement de prouver ici? Mais ce fut Jean qui répondit, à la place du médecin. Maman, Sarah et moi avons remarqué que tu oublies des choses. Tu racontes sans cesse les mêmes histoires, tu oublies nos conversations. On pense que vivre seul devient dangereux pour toi. Ce n'est pas vrai, Jean. Dis-je en sentant mes épaules se tendre. Je vais très bien toute seule. Le docteur Miller se pencha légèrement vers moi. Votre fils a également mentionné certains épisodes d'agressivité, ou même de paranoïa. Agressivité? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Jean, de quoi parle-t-il? Il détourna à nouveau les yeux. Tu as accusé Sarah de vouloir te voler tes bijoux, et tu nous as crié dessus la dernière fois qu'on est venu. C'est un mensonge éhonté. Rétorquai-je, sentant le sang affluer à mes joues. Je n'ai jamais. Jean se tourna vers le docteur Miller. Elle s'emporte immédiatement et nie l'évidence. Je nie le mensonge, Jean. Tu sais parfaitement que rien de tout cela n'est jamais arrivé. Le médecin nota à nouveau quelque chose dans son carnet. Madame Carlo, pourriez-vous me dire la date d'aujourd'hui et le nom du président actuel? Aujourd'hui, c'est jeudi 17 juin 2025. Le président est Donald Trump, réélu l'an dernier. Je le regardai fixement. C'est une situation absurde, et je vous demande de quitter ma maison. Je me levai, marquant clairement la fin de cette discussion. Jean se leva aussi, mais au lieu de se diriger vers la porte, il sortit un document plié de la poche intérieure de sa veste. Maman, le docteur Miller t'a déjà examiné le mois dernier. Tu ne t'en souviens pas? Voici son rapport. Je restai figé. C'était un mensonge. Une grossière manipulation. Je n'avais jamais vu cet homme auparavant. Donne-moi ça, ordonnai-je en tendant la main. Jean me remit la feuille. C'était un rapport médical. En haut, un en-tête officiel d'une clinique inconnue, suivi de mon nom, ma date de naissance, et en dessous, un diagnostic. Stade précoce de démence de type Alzheimer. Et une recommandation. Le patient nécessite une surveillance continue et des soins spécialisés. Tout en bas, une longue signature à peine lisible, Dr Warren Miller. Le même homme assis juste en face de moi. Ce rapport est faux, murmurai-je en sentant un froid glacial m'envahir le ventre. Je n'ai jamais consulté le docteur Miller. Tu ne t'en souviens pas, maman. Oublier des événements récents fait partie de ta maladie. Je levai les yeux vers le médecin. Il restait assis, impassible, comme s'il ne s'agissait que d'une simple formalité. Je demanderai un second avis à ma médecin traitante, la docteure Bishop. Elle me suit depuis 15 ans, et elle confirmera que je suis parfaitement saine d'esprit. Nous avons déjà parlé à la docteure Bishop, répondit Jean d'une voix faussement douce. Elle est d'accord avec le diagnostic du docteur Miller. Ce n'était plus un simple malentendu. C'était une conspiration soigneusement orchestrée. Je serrai les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Je vais appeler mon avocat, dis-je en marchant vers le téléphone. Ça ne changera rien, maman. Jean sortit un autre document. Voici l'ordonnance judiciaire me nommant comme ton tuteur légal. Elle est déjà en vigueur.
Je pris le papier. C'était bien une décision de justice, datée de la semaine précédente. Elle me déclarait inapte médicalement, et Jean devenait mon tuteur légal, avec plein contrôle sur mes biens et décisions. C'est impossible, murmurai-je. Il aurait dû y avoir une audience, j'aurais dû être informé. Il y a bien eu une audience, maman. Tu étais présente avec un avocat désigné par le tribunal. Tu ne t'en souviens pas? Je sentis la pièce tourner autour de moi. Je devais contacter Connor. Immédiatement. Mais pas devant eux. Il fallait gagner du temps. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demandai-je, en m'efforçant de garder ma voix posée. J'ai déjà engagé les démarches pour vendre la maison, répondit Jean. Et cette fois, il n'y avait plus aucune trace d'inquiétude dans sa voix. Nous utiliserons l'argent pour payer ton séjour à Sunny Gardens. Tu y emménages mardi prochain. Et si je dis non, Jean? Le docteur Miller et lui échangèrent un regard. Puis il déclara d'un ton calme, presque solennel. Dans ce cas, je crains que nous n'ayons pas d'autre choix que de vous faire interner dans un établissement psychiatrique pour un traitement involontaire, Madame Callot. Sa voix était neutre, mais chaque syllabe résonnait comme un coup de marteau. J'ai tous les motifs nécessaires pour recommander cette mesure, poursuivit-il. Et si vous montrez la moindre résistance? C'était du chantage. Du chantage pur et simple. Je levai les yeux vers mon fils, dans un élan désespéré, tentant de déceler ne serait-ce qu'un soupçon de doute dans son regard, une trace d'amour, d'humanité. Mais il n'y avait rien. Rien d'autre que le triomphe froid, implacable, d'un homme qui venait d'obtenir exactement ce qu'il voulait. « Est-ce que Sarah c'est ce que tu es en train de faire ?» demandai-je d'une voix étranglée. C'était son idée, répondit-il avec un sourire glacial. Il ajouta, presque avec fierté. C'est elle qui a trouvé le docteur Miller. Une femme, très entreprenante, ma femme. Je m'affaissai dans le fauteuil, foudroyé par une soudaine faiblesse, comme si mes forces m'abandonnaient tout à coup. Il fallait que je fasse quelque chose. Mais quoi? L'ordonnance judiciaire avait déjà été signée, entrée en vigueur. Si j'opposais la moindre résistance, ils avaient désormais le pouvoir légal de m'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Je devais gagner du temps. Contacter Connor. Trouver un avocat digne de ce nom. Je devais réfléchir. Donnez-moi au moins un jour, dis-je. Il faut que je réfléchisse. Il n'y a plus rien à réfléchir, répliqua Dean, ma voix maternelle me transperçant comme une lame. La décision est prise. Voici l'acte de propriété de la maison. Il ne reste plus qu'à le signer. Quoi? Il plaça une autre pile de documents devant moi. Et si je refuse de signer? Demandai-je en le fixant droit dans les yeux. Alors je signerai à ta place. En tant que tuteur légal, j'en ai le droit. Mais ce sera plus simple si tu le fais toi-même. Moins de questions au bureau du notaire. Je pris les papiers, les mains tremblantes, feignant de les lire. En réalité, les mots dansaient devant mes yeux. Tout était flou. Je fouillais désespérément mon esprit à la recherche d'une échappatoire. Il faut que je fasse mes valises, dis-je enfin, cherchant à gagner un peu de temps. J'ai des affaires personnelles que je veux emporter avec moi, à cette pension. Tu auras le temps, acquiesça-t-il d'un air satisfait. Mais d'abord, tu dois signer les papiers. Je hochai la tête sans conviction, la voix morte, absente de toute assurance. Et cette voix en moi qui hurlait, c'est donc ça, Dean? Mon fils? Celui que j'ai élevé, nourri, aimé, pour qui j'ai tout sacrifié, jusqu'à m'épuiser au travail. C'est comme ça que tu me remercies? Tu me prends tout, à sang-froid? Pourquoi, Dean? Soufflai-je, à peine audible. Pourquoi tu fais ça? Un éclat passa dans ses yeux. Une ombre. Peut-être de la honte. Peut-être un instant d'hésitation. Mais cela disparut aussi vite qu'un éclair. Parce que c'est juste, répondit-il d'un ton dur. Tu as toujours été une mère froide. Distante. Égoïste. Tu t'es toujours mise en premier. Ton travail passait avant moi. Maintenant, j'ai besoin de cette maison.
Pour ma famille. Pour mon avenir. Et toi, tu vivras tes vieux jours confortablement. Je secouai lentement la tête. Je n'ai jamais été froide, Dean. J'ai juste fait ce que je pouvais pour nous maintenir à flot. Laisse mon père en dehors de ça. Hurla-t-il soudain, me coupant net. Tu t'es toujours servi de lui comme d'un bouclier. Le pauvre Frank, faible et malade. Et moi? Moi, j'étais quoi? Un figurant? Un poids mort? Je le regardais, le cœur brisé, et je ne le reconnus pas. Est-ce qu'il avait porté cette rancune tout ce temps? Cette version déformée de notre vie? Ce n'est pas vrai, Dean. Je t'ai aimé plus que tout au monde. Assez. Cria-t-il en se levant d'un bond. Son visage était tordu par la colère. Signe ces foutus papiers. Cette maison n'est plus à toi. Oublie-la. Son cri résonna dans toute la maison comme une détonation. Le docteur Miller s'était assis dans un coin, visiblement gêné, mais il n'esquissa pas le moindre geste pour m'aider. Je compris que discuter était inutile. Je devais jouer la comédie. Me faire passer pour une vieille femme vaincue, brisée, pour mieux les duper plus tard. D'accord, murmurai-je en attrapant un stylo. Où faut-il signer? Dean se calma légèrement et pointa du doigt le bas de la dernière page. Ici. Et une initiale sur chaque page. Dans le coin, là. Je signai, page après page. À l'intérieur, j'étais en feu, bouillonnante d'indignation et de douleur. Mais extérieurement, je restais de marbre. Je ne devais surtout pas leur laisser deviner que je préparais quelque chose. Voilà, dit Dean en récupérant la dernière page signée. La maison est désormais officiellement à mon nom. Un notaire viendra demain pour authentifier l'acte. Je peux préparer mes affaires? Demandai-je, tâchant de garder une voix humble. Bien sûr, répondit Dean, soudain presque aimable. Tu as tout le week-end. Sarah et moi, on emménage lundi. Et mardi, on t'amènera à la pension. Je hochai la tête, incapable de prononcer un mot. Dean, Sarah et le docteur Miller se préparèrent à partir. À demain, maman, dit Sarah. Elle tenta même de m'embrasser, mais je me reculai. Dès que la porte se referma derrière eux, je courus vers le téléphone. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à composer le numéro. Connor, répondis-je dès qu'il décrocha. Je suis dans une sale situation. Qu'est-ce qui se passe, Lu? Calme-toi. Dean? Il a falsifié des dossiers médicaux. Il a fait en sorte que je sois déclaré inapte, et s'est nommé mon tuteur légal. Ils sont en train de me voler ma maison. Silence au bout du fil. Connor resta muet pendant 40 longues secondes. J'arrive tout de suite. Ne fais rien avant que je sois là. Je raccrochai et m'écroulai dans le fauteuil près de la cheminée. La maison, autrefois spacieuse et baignée de lumière, me paraissait désormais oppressante, lourde de trahison. Connor arriva 40 minutes plus tard. Je le vis par la fenêtre, garer sa berline argentée devant la maison. Malgré son âge, Connor avait l'énergie d'un homme de 60 ans. Grand, mince, les cheveux gris épais, le port droit comme un militaire. Même dans ses vêtements de ville, costume bleu marine et veste en tweed, tout chez lui respirait l'élégance. J'ouvris la porte avant qu'il puisse sonner. Lu, dit-il en prenant mes mains, ses yeux plongés dans les miens, pleins d'inquiétude. Est-ce que ça va? Je ne sais pas, Connor, répondis-je, incapable de mentir. Je sentis ma fausse sérénité s'effondrer sous la chaleur de son regard. Mon propre fils m'a pris ma maison. Nous entrâmes dans le salon. Je lui tendis les papiers que j'avais laissés sur la table. Il les examina un à un, fronçant les sourcils à chaque ligne, son visage devenant de plus en plus grave. C'est une fraude pure et simple, déclara-t-il enfin. Falsification de documents médicaux. Faux témoignage au tribunal. Ton tribunal. Ton propre fils. Ce soi-disant médecin sera dans de beaux draps quand la police aura les preuves entre les mains. Mais cela prend du temps. Je m'enfonçai dans le fauteuil, soudainement envahi par une fatigue étrange, un épuisement qui allait bien au-delà du simple corps. Et je n'ai pas ce temps.
Sarah, lui. Ils vont emménager ici lundi. Et moi, je pars pour la maison de repos mardi. Connor s'assit en face de moi, posant calmement les papiers sur la table basse. Tu as dit oui. J'ai signé les papiers, si c'est à ça que tu fais allusion. Mais je n'avais pas le choix. Il m'a menacé de m'envoyer dans un asile. Connor secoua la tête, un soupir triste échappant à ses lèvres. Ah, Lu. Tu as toujours été trop douce avec lui. Il n'y avait aucune trace de reproche dans sa voix. Juste de la mélancolie, une tristesse ancienne, familière. Il avait toujours pensé que j'étais trop indulgente avec Dan. Trop préoccupé par ses émotions, ses fragilités. Peut-être avait-il raison. Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés? Demanda Connor soudainement. Je souris, malgré la lourdeur de la situation. Bien sûr. C'était un gala de bienfaisance pour les vétérans de la police. Frank avait été invité en tant qu'architecte du nouveau pavillon du mémorial, et toi, tu étais la plus belle femme de l'assistance, confia-t-il en souriant, les yeux brillants de souvenirs. Tu te souviens même de ça? Je me souviens de tout, Lu, répondit-il chaleureusement. Ta robe bleue. La barrette en perles dans tes cheveux. Ton rire à la blague du maire, ton froncement de sourcils quand quelqu'un a renversé du vin sur la nappe, ta manière de bâiller discrètement pendant le discours interminable du chef de la police. Je secouai la tête, un sourire faible naissant sur mes lèvres. Et moi qui ne m'étais même pas aperçu que tu m'observais. J'étais très discret, répondit-il en souriant. Un ancien agent du FBI sait comment passer inaperçu. Mais quand tu t'es éloigné de la fenêtre pendant la danse, j'ai décidé de tenter ma chance. Je me souviens de ce moment précis. Nous étions debout près de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Nous parlions de tout, de livres, de musique, de politique. Frank, lui, discutait avec un collègue de son nouveau projet, totalement absorbé, ne remarquant même pas que j'étais parti. Tu m'avais dit que tu n'avais pas rencontré une femme aussi intelligente et intéressante depuis des années. Et c'était la pure vérité, dit-il en hochant la tête. Je n'exagérais rien, Lu. Je ne cherchais pas à commencer une aventure. Je savais que tu étais marié. Moi non plus, soupirai-je. À l'époque, Frank traversait une nouvelle période de profonde dépression. Il ne me parlait plus depuis des semaines. Il s'était enfermé dans son bureau. Et toi, tu m'as vu. Tu m'as vraiment vu. Je me rappelais de notre premier baiser, dans sa voiture. Il m'avait raccompagné chez moi après une exposition dans une galerie d'art. Frank avait refusé de venir, prétextant un mal de tête, le même prétexte que toi, d'ailleurs. Tu m'as proposé de me ramener. J'ai accepté. Nous sommes restés garés devant chez moi pendant des heures, à parler, à hésiter à sortir du véhicule, à mettre fin à cette soirée. Puis tu t'es penché, doucement, timidement, et tu m'as embrassé. Comme si tu avais peur de ma réaction. Tu te souviens de notre premier voyage? Demanda Connor, comme s'il lisait dans mes pensées. Vermont, non? Oui. Un petit hôtel dans les montagnes. Tu avais dit à Frank que tu allais à une conférence d'enseignants. Et j'ai pris 3 jours de congé, avouai-je. Connor sourit avec tendresse. Les 3 plus beaux jours de ma vie. Après ce voyage, il nous était devenu impossible de faire marche arrière. Les rendez-vous secrets dans des hôtels, les rares week-ends volés, les appels tard dans la nuit, toujours quand Frank dormait. Nous étions insatiables. Nous étions prudents, ne nous montrant jamais ensemble en public, ne laissant aucune trace. Connor, maître dans l'art de la discrétion, m'avait tout appris. Et j'apprenais vite. Parfois, je pense que Frank soupçonnait quelque chose, murmurai-je, presque dans un souffle. Mais il ne posait jamais de questions. Peut-être que ça l'arrangeait ainsi. Je ne lui réclamais pas d'attention. Je ne lui reprochais ni sa dépression, ni son silence. « Est-ce que tu regrettes ?» demanda Connor, sur un ton grave. Je réfléchis un instant. T'avoir aimé, toi? Jamais. Avoir menti à Frank? Parfois. Il était un homme bon, juste, brisé. Et après sa mort, as-tu un jour imaginé que nous pourrions être ensemble, librement?
poursuivit Connor, posant enfin la question que nous avions soigneusement évitée toutes ces années. Après la mort de Frank, j'étais resté seul dans la maison. Connor avait proposé de venir vivre avec moi, ou que je m'installe chez lui. Mais j'avais refusé. J'avais peur, Connor, avouai-je. Peur que Gene découvre la vérité. Peur qu'il me déteste encore plus. Il avait idéalisé son père. Et moi, il me voyait comme froide, distante. S'il avait su pour nous deux. Je comprends, Lu, répondit Connor d'une voix douce. Je comprends vraiment. Mais aujourd'hui, tu ne crois pas que je me suis inquiété pour rien, au fond? Je souris, mais c'était un sourire amer. Peut-être que oui. Mais ça ne veut pas dire que j'avais tort, à l'époque. Connor se leva sans un mot et s'approcha de la fenêtre. Il resta là, immobile, contemplant l'horizon. Sa silhouette se découpait dans la lumière dorée du soleil couchant. Tellement familière. Tellement réconfortante. Et pourtant, ce moment était chargé d'un adieu que ni l'un ni l'autre n'osait formuler. J'ai un plan, Lu, dit-il enfin en se tournant vers moi. Sa voix était calme, mais déterminée. Mais il faudra être ferme. Dun a commis un crime grave. Un crime de falsification de dossiers médicaux, fraude, et peut-être même corruption de fonctionnaires. Si ce juge est impliqué, nous pourrions l'exposer, ce qui pourrait mener à une vraie peine de prison. Mon cœur se serra. Je ne veux pas que Gene aille en prison, Connor. Peu importe ce qu'il a fait, il reste mon fils. Je sais, dit-il doucement. Et je ne propose pas qu'on exige une condamnation, une sentence ferme. Mais il faut lui faire peur. Assez pour qu'il se retire. Comment? Demandai-je en me penchant légèrement en avant. J'ai encore des contacts au bureau du procureur, et à la brigade des enquêtes, expliqua-t-il. On peut ouvrir une enquête, faire quelques entretiens préliminaires, peut-être même un interrogatoire. On pourrait même le détenir temporairement, juste quelques heures. Ensuite, tu pourras, avec grande générosité, retirer les accusations. Mais seulement s'il annule tous ces documents et te laisse enfin en paix. Je réfléchis. C'était un plan risqué. Gene pourrait se fâcher encore plus. Se braquer. Mais d'un autre côté, je n'avais plus d'option. Ce n'était plus une question de maison. C'était une question de liberté. Mon droit à décider de ma propre vie. Et ce médecin, le docteur Miller, demandai-je. Oh, lui, il va céder en premier, répondit Connor avec assurance. Il cède toujours. Il est probablement déjà jusqu'au cou dans des combines de ce genre. Et si tu creuses un peu, tu vas découvrir des choses très intéressantes. Un simple coup de fil au conseil médical de l'État, et il est fini. J'imaginais le docteur Miller, en sueur, face à un interrogatoire. Témoignant contre mon propre fils, assis dans une cellule de détention. Voici la suite de ton récit, rédigé avec un rythme haletant, en paragraphes courts, sans perdre une ligne, sans rien édulcorer. C'était douloureux. Il doit y avoir une autre solution. Dis-je. Connor s'approcha et s'assit à côté de moi, prenant mes mains entre les siennes. Qu'est-ce qu'il y a, Lu? Le temps joue contre nous. Ils arrivent lundi. On pourrait faire appel à la justice, mais ça prendrait des semaines, voire des mois. Et d'ici là, la maison pourrait être vendue. Je sais. Je serrai ses mains. C'est que, j'ai toujours essayé de protéger Gene. Même quand il avait tort. Vieille habitude, je suppose. Parfois, la meilleure façon de protéger quelqu'un, c'est de le laisser affronter les conséquences de ses actes, dit Connor d'une voix douce. C'est peut-être la seule façon pour que Gene comprenne ce qu'il est en train de faire. Au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Toutes ces années. J'avais choyé Gene. J'avais inventé des excuses pour lui. Je l'avais protégé des conséquences. Peut-être que c'était pour ça qu'il avait grandi ainsi. Pensant qu'il pouvait tout obtenir, sans jamais penser aux autres. D'accord, dis-je enfin. Allons-y. Mais je ne veux pas qu'il reste en prison trop longtemps. Juste assez pour qu'il comprenne. Je vais m'en occuper, dit Connor en soupirant de soulagement.
Il faut que je passe quelques coups de fil. Je peux utiliser ton bureau? Il se réfugia dans la petite pièce que j'utilisais comme bureau. Je pouvais entendre sa voix étouffée, calme, professionnelle, confiante. Connor appelait ses anciens collègues, de vieux amis, des gens à qui il avait rendu service autrefois. Une demi-heure plus tard, il revint, l'air satisfait. « Tout est en marche, dit-il. Demain matin, le docteur Miller recevra la visite du conseil médical de l'État et d'un agent du FBI. Ils seront également chez Jean, avec un mandat pour interrogatoire et saisie de documents. Déjà demain matin, m'étonnais-je. J'ai encore un peu d'influence, répondit Connor avec un léger sourire. Et le dossier est grave. Fraude sur des documents médicaux falsifiés. Vol de biens, peut-être. En plus, j'ai laissé entendre qu'un réseau organisé pourrait être derrière tout ça. Si ce Miller produit ses certificats régulièrement, il n'est sûrement pas seul. Et moi? Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Vis ta vie normalement. S'il t'appelle ou passe, agis comme d'habitude. Ne lui donne aucune raison de se méfier. Et s'il essaie d'accélérer les choses? Qu'il vienne me chercher plus tôt? Il ne pourra pas. J'ai déjà contacté mon avocat. Il va déposer demain une requête d'urgence pour suspendre la garde tant qu'une enquête complète est en cours. Ça nous donnera une protection légale. J'acquiesçai, sentant la tension diminuer un peu. Connor. Il pensait toujours à tout. Chaque détail. Reste ici cette nuit, demandai-je soudain. Je ne veux pas être seul. Connor sourit. Bien sûr, Lu. Je ne vais nulle part. À ce moment-là, mon téléphone sonna. C'était le numéro de Jean. Je montrai l'écran à Connor. Il acquiesça. Réponds. Allô? J'essayais de prendre une voix naturelle. Salut maman. La voix de Jean était étonnamment joyeuse. Comment tu vas? Tu fais déjà les valises? Un petit peu. Mentis-je. Tant de choses s'étaient accumulées au fil des ans. N'emportez pas trop, il n'y a pas beaucoup de place à la pension, seulement l'essentiel. Évidemment. Écoute, Sarah et moi avons décidé de venir demain pour revoir la maison. On doit décider quels meubles garder, et lesquels vendre. Ça te dérange? Je regardai Connor. Il secoua doucement la tête. En fait, j'avais prévu de rendre visite à Martha demain, dis-je, mentionnant le nom de ma vieille amie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et je voulais lui dire au revoir avant de partir. Je vois. Jean semblait agacé. Bon, on viendra quand même. J'ai les clés. Ne sois pas surprise si tu nous trouves là en revenant. D'accord. Après un bref au revoir, je raccrochai. Astérisque astérisque, ils veulent venir demain, dis-je à Connor. Probablement pour planifier des rénovations ou autre chose. Parfait, acquiesça-t-il. Il y aura des agents ici quand ils arriveront. J'imagine déjà leur tête quand ils découvriront que le docteur Miller va témoigner. Il y avait un éclat dangereux dans ses yeux. Je connaissais ce regard. C'était le même que Connor arborait autrefois, lorsqu'il traquait un criminel pour le FBI. Tu crois vraiment qu'il va dénoncer Jean aussi vite? Demandai-je, hésitante. J'en suis sûr, répondit Connor avec fermeté. Des gens comme lui, ils ne pensent qu'à leur propre peau. Dès qu'il comprendra qu'il risque de perdre sa licence, il craquera. Aller en prison. Il allait tout révéler. Je n'arrêtais pas d'imaginer comment Jean et Sarah réagiraient à l'arrivée des agents immobiliers. Jean, probablement, exploserait. Il se mettrait à m'appeler en m'accusant de trahison, ou alors, il essaierait de précipiter la vente de la maison avant qu'il ne soit trop tard. Et s'ils avaient déjà trouvé un acheteur? Cette idée me rongeait. Et si la maison était déjà en cours de vente? Sans ta signature au bureau du notaire, le contrat n'a aucune valeur légale, me rassura Connor. Même avec les papiers de tutelle, me dit-il, cela prendrait du temps pour que tout soit officiellement validé. Mais ce temps-là, nous ne comptions pas leur laisser. Connor resta avec moi cette nuit-là. Allongé sur mon lit, nous regardions le ciel étoilé à travers la fenêtre.
Son bras enroulé autour de mes épaules, je me sentais, pour la première fois depuis bien longtemps, en sécurité. Tu sais, murmura Connor, peut-être qu'après tout ça, on devrait reconsidérer notre arrangement. Que veux-tu dire? Peut-être qu'on devrait arrêter de se cacher. Vivre ensemble. Ici, ou chez moi. Comme un vrai couple. Je me tournai vers lui. Tu es en train de me proposer d'emménager chez toi? Ou bien que tu viennes vivre ici? Il sourit tendrement. Ce que tu préfères. Je pense juste qu'on se cache depuis trop longtemps. Il marqua une pause, son regard plongé dans le mien. La vie n'est pas infinie, Lu. Même s'il nous reste 10 ou 15 ans, je veux les passer avec toi. Pas dans le secret. Pas en morceaux. Je posai ma tête sur son épaule, touché par la sincérité de ses mots. Peut-être avait-il raison. Peut-être était-il temps de sortir de l'ombre. Occupons-nous de cette situation d'abord, répondis-je. Ensuite, on décidera. Bien sûr, dit-il en déposant un baiser sur mon front. La priorité, c'est de te rendre ta maison. Et ta liberté. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un appartement luxueux avec vue sur la mer, Sarah et Jean savouraient leur vin sur la terrasse en discutant de leurs projets. Autour d'eux, des catalogues de meubles de luxe jonchaient la table. Je pense que le salon a besoin d'une rénovation complète, dit Sarah en feuilletant une revue décorative. Ces fauteuils et ces vieux canapés sont un cauchemar. Et ces rideaux? Mon Dieu, ces rideaux doivent dater des années 80. Fais ce que tu veux, répondit Jean distraitement, les yeux rivés à son écran de tablette. Le plus important, c'est que la maison soit prête à être vendue avant la fin de l'été. Vendue? S'étonna Sarah, fronçant les sourcils. Je croyais qu'on allait y vivre un moment. C'était l'idée, mais cette maison est dans un vieux quartier, Sarah. On pourrait la vendre et acheter quelque chose de plus sophistiqué. À Belleville-Rius, par exemple. Avec vue sur la mer. Une piscine. Peut-être même un court de tennis. Les yeux de Sarah s'illuminèrent. Belleville-Rius? Tu es sérieux? Je croyais qu'on n'avait pas les moyens. La maison de ta mère vaut bien 1 million. Et avec mes économies, plus une bonne hypothèque, on peut y arriver. Je devrais être promu dans 1 an ou 2, si tout se passe comme prévu. Sarah se leva d'un bond et enlaça son mari. C'est absolument merveilleux. Imagine la tête de mes amis, surtout celle de cette Mélanie prétentieuse, dont le mari se dit avocat à succès. Jean sourit, ravi de sa réaction. Il faudra faire quelques rénovations avant de vendre. Refaire les salles de bain, peut-être la cuisine. Mais ça augmentera la valeur du bien. Et ta mère? Demanda soudain Sarah. Elle ne va pas poser problème? Quel genre de problème? Répliqua Jean en haussant les épaules. Elle est officiellement reconnue comme incapable. Et une fois en maison de retraite, elle n'aura aucune idée de ce qui se passe avec la maison. J'espère que tu dis vrai, répondit Sarah, l'air soucieux. C'est qu'elle ne donne pas l'impression d'être atteinte de démence. Elle semble lucide. C'est juste une apparence, répondit Jean avec indifférence. Le docteur Miller a expliqué qu'au début, il peut y avoir des moments de lucidité. Mais l'état empire rapidement. Crois-moi, dans 6 mois, elle ne se souviendra même plus de cette maison. Si tu le dis, dit Sarah en reprenant sa revue. Alors, les meubles. Je pense qu'on devrait acheter un nouveau canapé. Celui en cuir ici. Et peut-être ces chaises-là. Le samedi matin était étonnamment ensoleillé à Newport. Je m'étais levé tôt, comme d'habitude, mais Connor l'était déjà. L'arôme du café fraîchement préparé flottait dans l'air, accompagné d'une voix calme venant de la cuisine. Connor parlait au téléphone, le ton professionnel. Je pris une douche, m'habillai, puis descendis. Il était assis à la table de la cuisine, une tasse de café à la main, consultant quelques documents. « Bonjour », dit-il avec un sourire. « Du café ? » « Avec plaisir. » Je m'assis en face de lui. « Des nouvelles ? » Tout se passe comme prévu. Le docteur Miller a déjà reçu ce matin la visite des autorités, avec un mandat de perquisition pour son cabinet. Il est paniqué,
mais coopératif. Sitôt ? dis-je, surprise. Notre cher docteur a beaucoup de choses à cacher. Dès qu'il a compris à quoi il faisait face, il a tout balancé. Y compris sur son propre fils. Il se trouve que Miller était déjà dans le collimateur du conseil de médecine. Plusieurs patients avaient déposé plainte. Notre intervention n'a fait qu'accélérer les choses. Et Jean ? demandai-je avec anxiété. Pas encore touché. Mais tout est prêt. Dès qu'il se montrera ici, des agents du FBI et du parquet viendront à sa rencontre. Il a dit qu'il viendrait voir la maison aujourd'hui. Avec Sarah. Parfait, répondis-je. Connor acquiesça. Mais il fut interrompu par la sonnette. Il n'était que 8h30. Un peu tôt pour des visites. Tu attends quelqu'un ? demanda-t-il. Non, répondis-je. Peut-être le détective, mais il m'appelle toujours avant de passer. Connor se leva. Je vais voir. Reste ici. J'entendis la porte s'ouvrir, suivie de voix polies mais fermes, masculines et féminines. Un moment plus tard, Connor réapparut dans la cuisine, accompagné de 2 visiteurs. Lucia, voici la docteure Elizabeth Huré de l'hôpital central de Newport, et monsieur James Foster, de la sécurité sociale. Je me levai, un peu confuse. La docteure Huré était une femme mince, d'une 50aine d'années, les cheveux courts et sombres, les yeux perçants. Le monsieur Foster, lui, était un jeune homme en costume strict, tenant une tablette dans les mains. « Bonjour madame Cowell », dit la docteure Huré en me tendant la main. « Veuillez nous excuser pour cette visite matinale, notre emploi du temps est très chargé aujourd'hui. Nous réalisons une évaluation de routine des patients diagnostiqués avec une démence et suivis à domicile. » Monsieur Foster ajouta, « Votre cas a été inclus dans notre liste de contrôle. » Je lançai un regard interrogateur à Connor. Il acquiesça subtilement. Cela faisait bien partie de son plan. Entrez, bien sûr. Je leur indiquai des chaises. Vous voulez un café ? Non merci, répondit la docteure en sortant un carnet de sa sacoche. Madame Cowell, selon nos dossiers, vous avez récemment été diagnostiquée avec un début de maladie d'Alzheimer. Est-ce exact ? Mon fils et un certain docteur Miller disent cela, répondis-je prudemment. Mais je n'ai jamais été examiné par le docteur Miller. Et je suis convaincu que ce diagnostic est faux. La docteure Huré me fit passer une série de tests, mémoire, orientation dans le temps et l'espace, logique de base. Je réussis brillamment. Madame Cowell, déclara-t-elle en rangeant son carnet, je dois dire que je ne détecte aucun signe de démence ni d'altération cognitive. Vos résultats sont parfaitement normaux pour votre âge. Même supérieurs à la moyenne. C'est étrange, dit Foster en fronçant les sourcils. Le rapport du docteur Miller affirme que vous avez de graves pertes de mémoire à court terme, des désorientations et même des épisodes occasionnels d'agressivité. Rien de tout cela n'est vrai. C'est vrai, interrompit Connor. Le docteur Miller n'a jamais examiné Lucia. Nous croyons que son fils, James Callow, a soudoyé le médecin afin d'obtenir une déclaration d'incapacité, dans le but de devenir le tuteur légal de Lucia. Avant que je ne puisse répondre, la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, Connor ouvrit la porte avec une satisfaction évidente. Un homme grand, vêtu d'un costume impeccable, se tenait sur le seuil. Agent Michael Donovan, FBI, se présenta-t-il en exhibant son insigne. Je cherche James Callow. Il n'est pas ici, répondit Connor. Mais il devrait passer aujourd'hui. Entrez, agent Donovan. Madame Coe, dit-il en se tournant vers moi. J'enquête sur une affaire de fraude potentielle impliquant des dossiers médicaux falsifiés. Le docteur Warren Miller a été arrêté ce matin. Il coopère désormais avec nous. Il affirme que son fils lui a versé 5000 reais pour rédiger un faux rapport médical vous déclarant inapte. Je restai bouche bée. 5000 reais. Il l'avait payé 5000 reais pour me faire passer pour folle ? L'agent Donovan poursuivit, le docteur Miller ajoute que ce n'est pas la première fois. Il a collaboré avec plusieurs agents immobiliers et avocats pour aider des héritiers peu scrupuleux à s'emparer des biens de parents âgés.
C'est alors que le bruit d'une voiture s'arrêta devant la maison. Je me précipitai vers la fenêtre. Un SUV noir venait de se garer. « C'est mon fils », dis-je, partagé entre un soulagement instinctif et une angoisse croissante. Une minute plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit. Jean entra. Il avait sa propre clé. « Maman », appela-t-il. « Tu es là ? Dans la cuisine ? » « Oui, Din, » répondis-je. Il entra et son visage changea instantanément en voyant la foule rassemblée. Sarah, qui le suivait de près, resta figée sur le pas de la porte. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » demanda-t-il, tendu. « Qui sont tous ces gens ? » « James Callow, » dit l'agent Donovan en s'avançant, son insigne en main. « Agent Michael Donovan, FBI. J'ai quelques questions à vous poser concernant votre interaction avec le docteur Warren Miller. » Le visage de Jean blêmit. « Je ne comprends pas. »« Maman ? Que se passe-t-il ? » ?»« Moi aussi, j'aimerais le savoir, Din, » répondis-je calmement. « Par exemple, pourquoi as-tu payé 5000 reais au docteur Miller pour qu'il rédige un faux rapport sur mon état mental ? » « C'est absurde, » s'exclama-t-il, mais sa voix tremblait. Le docteur Miller est un spécialiste respecté. Il a procédé à un examen complet. Faux, intervint le docteur Huré. Je viens de réaliser des tests cognitifs sur votre mère. Elle ne montre aucun signe de démence ni de déficit cognitif. Faux aussi, ajouta l'agent Donovan en sortant un carnet. Le docteur Miller a admis qu'il n'a jamais examiné votre mère. Il a confirmé que vous l'avez payé pour un faux rapport. Il ment, s'écria Jean. Nous avons la preuve d'un virement bancaire de votre compte vers celui du docteur Miller, reprit l'agent d'un ton tranquille. 5000 reais déposés il y a 2 semaines. Comment expliquez-vous cela ? Sarah, restée silencieuse jusqu'alors, poussa un long soupir et s'agrippa au chambranle de la porte. Elle regarda son mari avec horreur. « C'est vrai, » murmura-t-elle. Jean l'ignora, le visage déformé par la colère. Il me désigna du doigt. « C'est toi. C'est toi qui as tout orchestré, avec ton ami. » L'agent Donovan fit un pas en avant. « Je vais devoir vous demander de m'accompagner au bureau du FBI pour déposer votre témoignage. » « Je ne vais nulle part, » recula Jean vers la porte. « Pas sans mon avocat. »« C'est votre droit, » acquiesça l'agent. « Vous pouvez appeler votre avocat depuis notre bureau. Mais je vous insiste à coopérer. » « Est-ce une arrestation ? » demanda Jean d'un ton défiant. « Pas encore, » répondit l'agent, imperturbable. « Mais si vous refusez de coopérer, je serai contraint de demander un mandat d'arrêt. Avec le témoignage du docteur Miller et les relevés bancaires, cela ne prendra pas longtemps. » Jean semblait acculé. Ses yeux parcouraient la pièce, comme s'il cherchait une issue. « Que va-t-il se passer ? » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Que se passe-t-il si je coopère ? » « Ce sera pris en compte, » répondit l'agent. « Surtout si vous fournissez des informations sur d'autres cas impliquant le docteur Miller. »« Je ne sais rien d'autre, » s'exclama Jean. « Je voulais juste cette maison. » Ces mots, empreints d'une cupidité si crue, me frappèrent plus fort que tout ce qui s'était passé auparavant. Mon propre fils, mon unique enfant, celui que j'avais élevé avec tant d'amour, voulait seulement s'approprier ma maison, sans aucun égard pour mon avenir. « Pourquoi, Din ? » demandai-je dans un souffle. « Pourquoi voulais-tu ma maison ? Tu as un bon emploi et un appartement en centre-ville. »« Parce que je le mérite, » cria-t-il soudain. « Toute ma vie, j'ai été relégué au second plan. D'abord ton travail, puis mon père et sa dépression chronique. Il y a toujours eu quelque chose ou quelqu'un de plus important que moi. Et maintenant, toi seul dans cette immense maison, pendant que Sarah et moi vivons dans un 2 pièces minuscule. » Le téléphone de l'agent Donovan vibra. Il s'éloigna un instant pour répondre, puis revint, le visage encore plus grave. « Monsieur Callow, nous venons de recevoir le témoignage détaillé du docteur Miller. Il confirme que vous étiez pleinement conscient de ses activités illégales et que vous l'avez expressément contacté pour obtenir un faux rapport. La situation s'aggrave. » Jean devint livide. « Ce n'est pas vrai. Il ment. Il veut me piéger. »
Sarah s'avança soudainement. C'est vrai, dit-elle d'une voix brisée. Il savait que sa mère était en parfaite santé. On a trouvé le docteur Miller par l'intermédiaire d'un agent immobilier. On nous a dit qu'il aidait les familles à prendre le contrôle des biens des personnes âgées. Non, Sarah, cria Jean. Mais elle secoua la tête, les yeux pleins de larmes. Je ne vais pas sombrer avec toi. Lucia, dit-elle en se tournant vers moi, pardonne-nous. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. L'agent Donovan fit un signe à un collègue resté jusqu'alors à la porte. James Callow, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, falsification de documents et tentative de spoliation. Vous avez le droit de garder le silence. Maman, hurla Jean alors qu'on commençait à lui lire ses droits. Aide-moi. Ne les laisse pas faire ça. Je le regardais, le cœur brisé. Tu as tenté de me faire passer pour folle, pour t'emparer de ma maison. Comment as-tu pu? J'étais perdu, murmura-t-il en baissant les yeux. On a des problèmes d'argent. Je voulais pas te faire de mal. Je pensais que la maison de retraite serait mieux pour toi. Ça suffit, l'interrompit l'agent Donovan en l'attachant. Vous pourrez tout expliquer au bureau. Alors qu'il l'emmenait, Jean me lança un dernier regard désespéré. Maman, appelle Martins. Dis-lui de venir tout de suite au FBI. Sarah restait plantée là, abattue. Lucia, dit-elle à voix basse. Je suis désolée. Je ne savais pas que ça finirait comme ça. Madame Cowell Jr. s'adressa à elle l'agent Donovan, vous devrez également nous accompagner. Vous serez appelé à témoigner. Sarah acquiesça en essuyant ses larmes. Bien sûr. Lucia. Jean a vraiment demandé ce faux rapport au docteur Miller. Il avait prévu de vendre la maison et d'acheter une villa à Bellevue Hills. Je suis tellement honteuse. Quand ils partirent, le silence s'abattit sur la maison. Le docteur Huré me promit de rédiger un rapport officiel attestant de ma pleine santé mentale, et M. Foster m'assura que la décision de tutelle serait suspendue très rapidement. Je restais seul avec Connor, tentant de comprendre tout ce qui venait de se passer. « Ça va ?» demanda-t-il en passant un bras autour de mes épaules. « Je ne sais pas » répondis-je honnêtement. « Mon fils a été arrêté pour avoir essayé de me faire passer pour folle. Comment pourrais-je aller bien ? » « Ce n'est pas ta faute, Lu, » murmura Connor. Jean a fait son choix. Mais, que va-t-il lui arriver maintenant ? Je n'arrivais pas à chasser l'image de son visage emporté menotté. Cela dépend en grande partie de toi, dit Connor. Si tu ne demandes pas la peine maximale. Si tu plaides pour la clémence. À cet instant, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Madame Ko, dit une voix féminine. C'est Sarah. On m'a autorisé à passer un appel. Jean veut que vous veniez au bureau du FBI. Il panique. Il dit que sans votre aide, il risque jusqu'à 10 ans de prison. Je vous en prie, aidez-le. Je regardai Connor et lui expliquai brièvement l'appel. C'est ta décision, Lu, dit-il. Quelle qu'elle soit, je te soutiendrai. Très bien, dis-je à Sarah. Dis à Dean que je vais l'aider, mais à mes conditions. Le bureau du FBI à Newport était un bâtiment moderne en verre et béton, près du centre-ville. Connor conduisait. Je m'assis à ses côtés, essayant de remettre mes idées en ordre. Jamais, en toute ma vie, je ne m'étais retrouvé dans une situation pareille. Mon propre fils, arrêté pour avoir tenté de me faire passer pour incompétente. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Connor, un regard rapide dans ma direction. « Personne ne te jugera si tu changes d'avis. »« C'est mon fils, Connor, » murmurai-je. « Peu importe ce qu'il a fait. » Il acquiesça sans un mot. Il me comprenait mieux que quiconque. Un jeune employé nous accueillit à la réception, puis contacta immédiatement l'agent Donovan après avoir pris nos noms. Quelques minutes plus tard, Donovan en personne vint à notre rencontre. « Madame Ko, » dit-il en me serrant la main. « Monsieur Hulk, merci d'être venu. Veuillez me suivre. » Nous franchîmes la sécurité, montâmes au 3e étage. L'agent nous guida vers une petite salle de conférence où un homme en costume nous attendait déjà.
Voici Richard Summers, dit Donovan. Le procureur. C'est lui qui décidera des accusations retenues contre votre fils. Le procureur Summers était un homme grand et mince, dans la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants et un regard acéré. Madame Ko, dit-il avec un léger salut. Je suis sincèrement désolé pour cette situation. Malheureusement, les fraudes contre les personnes âgées sont en hausse, et c'est encore plus tragique quand elles viennent de membres de la famille. Où est mon fils? Demandai-je, insensible à ces formules. Dans la salle d'interrogatoire, avec son avocat, répondit Donovan. Son épouse est dans la pièce voisine. Elle a accepté de coopérer. Elle est en train de témoigner. Je veux le voir, dis-je avec fermeté. L'agent Donovan jeta un regard au procureur. C'est possible, répondit finalement Summers. Mais d'abord, permettez-moi de vous exposer la situation juridique. Le choix d'une mère version abrégée et romancée en français. C'est une lourde peine, déclara calmement le procureur, comme s'il parlait du temps. Fraude, faux en écriture, parjure, tentative de spoliation. La liste est longue. 10 ans? Répétai-je, abasourdi. Pour avoir tenté de vous faire interner afin de vous prendre votre maison, précisa-t-il. Je comprenais la gravité des actes. Mais tout ce que je voyais, c'était mon fils. Mon seul enfant. Derrière des barreaux, pendant une décennie. N'y a-t-il pas un moyen d'éviter une peine aussi sévère? Demandai-je à voix basse. Cela dépend, répondit-il. D'abord, êtes-vous prête à porter plainte? Sans votre témoignage, le dossier perdrait de sa force. Je ne veux pas porter plainte, dis-je fermement. Ensuite, cela dépendra de sa coopération. S'il livre des informations utiles sur d'autres cas ou sur les méthodes du docteur Miller, cela pourrait alléger sa peine. Peine allégée. Liberté conditionnelle. Travail d'intérêt général. Une lourde amende. Peut-être même la suspension temporaire de ses licences professionnelles. Je me tournai vers Connor. Il hocha la tête. Vous devez lui parler, dit-il. Le regarder dans les yeux. Décidez s'il mérite votre clémence. Je fis un signe à l'agent Donovan. Amenez-moi à lui. La salle d'interrogatoire était telle qu'on les voit dans les films, froide, nue, un miroir sans teint, une table au centre. D'un, tête baissée, était méconnaissable. Lorsqu'il me vit, il leva les yeux. Peur et espoir mêlés. Maman. Il tenta de se lever, mais son avocat le retint. Je m'assis en face de lui. On m'a dit ce qui t'attend, D'un, dis-je doucement. Maman, aide-moi, dis-leur que tu ne porteras pas plainte, que c'est un malentendu. Un malentendu? Tu as payé pour faire falsifier un rapport médical, menti au tribunal, menacé de me faire interner. Il baissa la tête. Sarah voulait une maison. Je n'avais pas les moyens. Un agent immobilier m'a parlé du docteur Miller. Et tu as pensé que faire passer ta mère pour folle était une solution? Je croyais que tu comprendrais. Tu es âgé, tu aurais besoin de soins. J'ai 77 ans, pas 97. Et je suis en parfaite santé. L'avocat intervint. Madame, souhaitez-vous l'aider à éviter une lourde sanction? Je le regardai longuement. Oui. Mais selon mes conditions. D'un accepta sans discuter. D'abord, la maison reste à moi. Pas de vente, pas de maison de retraite. D'accord, maman. Ensuite, tu entames une thérapie. Tu dois affronter ce que tu as fait. Il acquiesça. Et Sarah doit travailler. Fini de vivre au-dessus de ses moyens. Je ne peux pas lui promettre. Alors je le ferai, moi. Une dernière chose, tu coopères pleinement. Tu dis tout. Sur Miller. L'agent. Le plan? Il regarda son avocat, qui acquiesça. Je suis d'accord, maman. Pour tout. Je me tournai vers Donovan. Je ne porterai pas plainte contre mon fils. Et je demande la clémence. Quand je quittai la pièce, je me sentais vidé, comme si j'avais vécu une autre vie en l'espace d'une heure.
Connor m'attendait dans le couloir. Alors, demanda-t-il. J'ai imposé des conditions. Il a tout accepté. Il hocha la tête. Tu es une femme incroyable, Lu. Ce n'est pas de la bonté. C'est de l'égoïsme. Je ne pourrais pas vivre en sachant que mon fils est en prison à cause de moi. Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de ses choix. Peut-être. Mais je veux rentrer chez moi. Les semaines suivantes furent intenses. Summers, le procureur, impressionné par ma position et la coopération de Dean, proposa un accord, coupable de faux et de parjure, mais les chefs d'accusation les plus graves furent abandonnés. 2 ans de liberté surveillée, 200 heures de service communautaire, 5 000 € d'amende. Le docteur Miller fut condamné à 5 ans de prison. Sa licence médicale révoquée. L'agent immobilier également arrêté. Ils avaient monté au moins 15 arnaques similaires. Une semaine plus tard, le tribunal annula la tutelle. La maison m'appartenait de nouveau. Tous les documents signés sous contrainte furent déclarés nuls. Sarah avait tout su, mais niait en avoir mesuré l'illégalité. Sa coopération atténua la peine de Dean. Un jour, elle vint chez moi. Lucia, je voulais vous présenter mes excuses. Ce que j'ai fait est impardonnable. Et pourtant, tu espères mon pardon? Dis-je en l'invitant à s'asseoir. J'étais aveuglé par la cupidité. J'ai cru mériter plus. J'ai mis la pression sur Dean. Et maintenant? Je l'aime. Et je veux changer. Tu avais parlé d'un travail. J'en ai parlé à Connor. Il cherche une assistante administrative. Ce n'est pas très bien payé, mais c'est honnête. Elle parut bouleversée. Pourquoi m'aides-tu? Parce que tu es la femme de mon fils. Et je préfère t'aider plutôt que de te voir le tirer vers le bas. Un mois plus tard, j'organisai un dîner. Jean, Sarah et Connor étaient là. Jean avait commencé une thérapie. Sarah travaillait pour Connor. Le repas fut tendu mais poli. Après le dessert, je pris une grande inspiration. Il y a quelque chose que Connor et moi voulons vous dire. Ils levèrent les yeux, intrigués. Connor et moi, nous nous aimons. Depuis longtemps. Tu as trompé papa? Demanda Jean, choqué. Ton père était un homme compliqué, dit doucement Connor. Lucia l'a soutenu, mais elle avait aussi besoin de soutien. Tu menais une double vie, tous ces ans. S'indigna Jean. J'ai fait ce que j'ai pu, répondis-je fermement. Pour lui, pour toi. Et pour moi. J'ai aussi le droit d'être heureuse. À ma surprise, Sarah posa une main sur l'épaule de Jean. Ta mère a raison. Chacun mérite le bonheur. Un long silence s'installa. Vous allez vous marier? Demanda-t-il enfin. Nous allons vivre ensemble, répondit Connor. Ici, si tu acceptes. Jean voulut protester, puis soupira. Après tout ce que j'ai fait, je ne suis pas bien placé pour juger. Ce que je veux, dis-je doucement, c'est que tu fasses partie de notre vie. Mais il faut accepter mes choix. J'aurai besoin de temps, dit-il honnêtement. Mais je vais essayer. Quand Jean et Sarah partirent, Connor et moi nous assîmes sur la terrasse. Tu crois qu'il acceptera? Avec le temps. Jean doit repenser bien des choses. Sa vie. Ses décisions. Tu regrettes de l'avoir aidé? Je réfléchis. Puis secouai la tête. Non. Il est mon fils. Et je l'aime. Cela ne veut pas dire que j'approuve ses actes. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Connor passa son bras autour de mes épaules. C'est ça, Lu. La vraie sagesse. L'amour maternel. Nous restâmes là, enlacés, devant cette maison que j'avais failli perdre à cause de la cupidité. Et pourtant, ce soir-là, elle brillait d'une lumière nouvelle, l'espoir. Tu sais, soufflai-je, il m'a fallu 77 ans pour apprendre à vivre dans le présent. Connor sourit. M'embrassa. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais enfin en paix. Just about ready to get started here, gamers. So you know the drill.
!CC or use the button on screen to redeem your crowd control coins. You can save them up or you can spend them now. I don't think we've made any changes. We got kind of screwed last stream. I know, dude. What's up, Are You Sitting? How you doing, man? I know, dude. Our whale showed up right as we got towards the end. But it's okay. I am unwavered. 25th time's the charm, as they say. Hey, yo, the unnamed with 250 coins. Appreciate that, my guy. Let me get you your mana for that. I unfortunately tried like hell to automate this, and I can't do it. The unnamed. There you go, my friend. Enjoy them. Alrighty. So, how's everyone's Thursday night going? I had a productive day at work in that I spent a lot of time not doing work, but thinking about brainstorming stream stuff. So guys, I have some big plans, some big ideas for the DJ stream. It is coming. It's still a ways away though. I have so much I want to do and so much back-end stuff that I need to to work on. Watching you dig dirt with a pick really hurts. A pick that I'm about to throw away. Hold on, give me 1 second here, chat. Sorry. Ah! Okay. Oh yeah, I did brighten up the stream a little bit. So you guys should ideally be able to see a little better in the dark. Give us cricket soundbite? Oh, believe it or not, you already got one. All you had to do was do exclamation point crickets. And you would have found out. With an S. There you go. There you go. Yep. Can I mine this with a stone pick? Yes, I can. Free anvil. Let's go. Pog. I dodged it. We love to see it. Although I've realized that I actually almost never need pigs or anvils. I mean, I don't know. There's like pigs there. Oh, I just realized. I can't. Oh, it's off. Okay, good. Alrighty, we've already almost got our bed. Need to find one more white sheep. I'm seeing... What are those, cows? No, those are pigs. Pigs, huh? Hey. Any more sheepies? Oh, that's something. Oh yeah, I'm a little bummed. I thought I fixed my streak system, but apparently not. That's okay. The system for counting streaks is in place. I'm trying to make a system to reward